Adrien, avec toi, on va s'intéresser à une démarche lancée chez Bouygues Bâtiment. Alors, on passe sur d'autres bâtiments d'activité. Une démarche qui s'appelle Archisobre. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Archisobre, c'est une réflexion. C'est un concept building, de la même manière qu'on fait des concept cars, donc des voitures qu'on voit au salon de l'auto ou autre, surtout que maintenant que le salon de l'auto a repris, qui sont des imaginations un peu comme de la R&D, mais très appliquées, parce que Bouygues est une entreprise de construction, en tout cas pour partie. Et donc on voulait faire quelque chose de très terre-à-terre, de très territorialisable rapidement. Donc on s'est dit, mais comment on peut faire pour essayer de fabriquer le bâtiment de bureau le moins carboné possible, qui était notre idée à la base. D'où empreinte carbone divisée par 3. Exactement. On a commencé d'abord parce qu'on y croit, c'est-à-dire qu'on avait envie de rajouter notre petite pierre à l'édifice de la construction durable en se disant si nous aussi en tant qu'entreprise on doit participer à quelque chose qui nous dépasse, à réduire les émissions de gaz à effet de serre au vu d'une activité polluante qui est la nôtre, celle de la construction. Comment on peut faire ? Et donc on a travaillé pendant quelques mois et on a imaginé ce produit-là Archisobre qui revient à se dire un double sujet, d'abord une démarche et après une boîte à outils. Le principe de la démarche, c'est de dire comment on est capable systématiquement d'impacter très fort les conceptions que nous avons dans notre portefeuille et en même temps d'impacter très très fort d'un point de vue carbone uniquement, comment on est capable d'impacter fort les appels d'offres auxquels on répond pour se dire à chaque fois que vous travaillez avec Bouygues, on est en capacité de vous fournir des solutions qui soient extrêmement bas carbone et d'amener les projets qu'on a vers des seuils toujours plus bas. Donc à la fois une réflexion sur les matériaux, les solutions, les équipements utilisés et aussi sur la méthode. Exactement. Le principe de la méthode, c'est une double idée, c'est travailler en ACV et en STD, des termes compliqués pour dire travailler en carbone et en confort. Pour se dire le bâtiment ultra bas carbone, parce que c'est notre sujet, c'est pas que le bas carbone, mais c'est l'ultra bas carbone, n'est pas par définition, ne doit pas être par définition un bâtiment qui soit inconfortable, donc sans preneur, impossible de commercialiser avec des investisseurs qui s'en désintéressent. Oui. C'est pas du tout l'objectif. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu disais, on s'est projeté dans l'environnement prévu par le GIEC, c'est ça, par les projections du GIEC à 2040-2050. C'est ça. Et oui, Alors on s'est dit, faisons du long terme. Donc le bâtiment qu'on construit, c'est pas pour le démolir tout de suite. Donc on a imaginé un climat 2040 sur un scénario médian du GIEC qui nous raconterait un climat qui évoluerait autour de 2,5 degrés en supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout ce que je vous raconte, c'est dans un climat dégradé. Et vous avez bossé avec Franck Boutet. Oui. Alors, parce qu'on ne voulait pas faire du Bouygues pour du Bouygues. On s'était dit qu'il fallait qu'on sorte un peu de ce qu'on sait faire habituellement pour éviter de faire des bâtiments trop ingénieurs, classiquement. Donc Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022, nous a apporté toute sa connaissance, tous les chiffres qu'on communique, ce sont ses chiffres à lui. Donc on n'est pas jugé parti, on lui a laissé faire tous les calculs. Et on est aussi allé chercher 3 cabinets d'architectes pour interpréter notre vision. Martin Duplantier, École de Filles et NEM Architecture. Ouais, on va en reparler. Du coup, concrètement, vos réflexions vous ont mené à quel type de bâtiment ? Et tu parlais d'indicateurs et de boîtes à outils, on va les voir apparaître à l'écran, notamment ces 5 indicateurs que vous avez identifiés. Oui. Pourquoi cela ? Alors, on s'est dit quels sont les essentiels, les choses qu'on doit forcément respecter pour parvenir systématiquement à cette performance ultra bas carbone. On s'est dit qu'il y en avait 5. Il y en a un 6e qui est un peu caché, que je n'ai pas mis dedans. Il faut que je pense à vous en parler à la fin. Ces essentiels-là, ce sont les choses, si on les respecte, normalement, à peu près à chaque fois, on est capable d'y arriver. Sachant que dans ce que je vais vous raconter, normalement, je ne devrais rien vous apprendre, puisque si on ne l'avait pas appelé Archisobre, ce projet, on l'aurait appelé Optimum. Ça revient à se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on augmente, qu'est-ce qu'il faut qu'on baisse pour se dire qu'on arrive à cette performance. Si on est un peu meilleur en façade, il y a peut-être des sujets gros œuvres sur lesquels on peut être un peu moins bon. Si on est un peu meilleur en bioclimatisme, il y a peut-être des sujets corps d'état archi sur lesquels on peut travailler. En se disant où est le juste milieu pour que ça soit efficace et confortable. D'où l'aspect boîte à outils. Donc vous avez travaillé sur la conception, les matières, le confort thermique, énergie, usage et mobilité, réversibilité et évolutivité. On va rentrer un tout petit peu dans le détail rapidement. Mais sur la partie conception, je vois apparaître évidemment le bois. Oui, alors ça nous a aussi servi de boîte d'expérimentation à nous, entreprises, pour se dire, mais en fait, quelle est la vérité entre le bois et le béton ? On sait qu'aujourd'hui, on arrive à faire du béton bas carbone.
On sait que le bois, aujourd'hui, est compté comme étant négatif, plutôt puits de carbone que émetteur de carbone. La vérité, c'est que si vous voulez creuser très très fort vos sujets carbone, le bois est une évidence. Vous pouvez aller bas avec du béton bas carbone, mais atteindre les seuils de la réglementation environnementale qui drive le monde du tertiaire aujourd'hui en neuf, forcément, vous devez passer par le bois si vous voulez aller très très loin et vous projeter sur des seuils 2028-2031, qui sont ce qui va nous arriver dans les 5 ans qui viennent. Construire en bois, quand même. Tout construire en bois, de toute façon, on n'a pas la ressource pour. Ouais. Par contre, de se dire, sujet de l'optimum, de se dire qu'il y a une réflexion pour se dire est-ce que les verticalités doivent forcément être en bois? Est-ce qu'on peut faire des verticalités béton avec des horizontalités bois et trouver la bonne manière de faire? Oui, c'est vers ça qu'on a tendu. Et le sujet de la conception, ça revient à du bioclimatisme, la bonne orientation pour le bon site, pour le bon terrain. Et c'est ce qu'on disait juste avant, il y a forcément, chaque site doit être, le bâtiment doit refléter son environnement et le site sur lequel il s'implante. Travailler sur les matières, évidemment, avec bien sûr. Alors j'aime bien aussi les îlots acoustiques. Que les... Alors, le principe de la matière, c'est toujours la même question qui drive tout, c'est la bonne matière au bon endroit. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'installer tout ce qu'on installe classiquement dans des bâtiments de bureaux aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça se challenge. Le principe des îlots acoustiques, c'est de dire aujourd'hui, en tout cas en Ile-de-France, on met des faux plafonds un petit peu partout, on met des faux planchers un petit peu partout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? À chaque fois qu'on installe quelque chose, on consomme du carbone. Donc, si on arrive à garantir le même confort thermique acoustique, c'est le cas des îlots, aujourd'hui, on est capable de retirer facilement 30% des surfaces de faux plafonds. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que ça laisse une partie de la technique en apparente. Avec 70% de votre surface de plafond en acoustique, en panneau acoustique, il n'y a plus grand-chose qui se voit. Oui, pour autant, ça permet de voir et le bois, en fonction de ce que vous allez mettre à droite à gauche, et la technique qui peut être sympa pour tout un tas de gens qui sont intéressés par ce genre de sujet. Alors vous intégrez évidemment le réemploi, les matériaux biosourcés, recyclés, la consommation d'eau raisonnée, et vous vous intéressez aussi, c'est ce que tu disais, au confort thermique. Et puis forcément la consommation d'énergie. C'est ça. La bonne matière, le bon site, la bonne conception pour le bon site, la bonne matière au bon endroit, la bonne techno pour le bon produit. Est-ce que le bâtiment en 2040, dans un climat contraint, est-ce qu'il doit être climatisé? Quand on a commencé notre réflexion, on s'était dit on ne peut pas arriver et débarquer en disant oui, le bâtiment de demain, c'est forcément un bâtiment climatisé. On s'était dit on veut challenger cette opportunité-là. Oui. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire... Aujourd'hui, c'est presque une évidence. Partout, tout ce qu'on lit, c'est on passera par la clim partout. C'est ça. Est-ce qu'on est obligé de climatiser aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on sait garantir un climat contraint sans climatisation? Oui, mais pas sans rien. C'est pour ça qu'on parle de CTA adiabatique, c'est pour ça qu'on parle de brasseur d'air, mais c'est les ventilateurs classiques qu'on a au plafond, puisqu'on sait que le déplacement d'air, ça permet de générer une forme de confort. On a le free cooling, on a un certain nombre de techniques, on a la terre crue à l'intérieur des plateaux qui permet de jouer avec les seuils hygrothermiques, donc avec le confort, qui vont permettre de gommer ce besoin impérieux de climatisation. Pour autant, il faut être pragmatique, il ne faut pas être dogmatique, de dire qu'il n'y a aucune climatisation qui ne marche, qui est prévue. Non. Est-ce que des sites comme le sud de la France en 2040 vont avoir besoin de climatiser? Clairement oui. Par contre, une fois qu'on aura ça, dans notre recherche d'optimum, ça va être de se dire quelle est la technologie la moins polluante, la moins émissive en carbone, qui va nous permettre d'aller chercher une climatisation à bas prix et à bas niveau carbone. Pour tout ce qui est mobilité, évidemment, vous intégrez les mobilités douces. Ouais. Vous supprimez carrément le stationnement sur site. Oui, puisque la réflexion était de se dire, contrairement à la logistique, sur les bâtiments de bureaux, le fait de mailler le territoire, ça peut avoir du sens parce que pour le coup, on évite les déplacements, qui pour le tertiaire est un sujet intéressant. Le moins les gens se déplacent, le moins ils sont stressés, et le moins on a l'usage de la voiture qu'on peut avoir, par exemple, si on prend l'Île-de-France en grande couronne. Donc le fait de se dire que les bâtiments archi-sobres, qui peuvent être pensés comme des bâtiments de taille petite ou moyenne, autour des 5000 m², qui peuvent mailler le territoire, le fait de se dire que ces bâtiments-là, s'ils sont plugués intelligemment sur les transports en commun, on n'a pas forcément besoin de se faire les voiles en béton, les voiles par passe, etc., pour aller générer une infrastructure ou étanche ou compliquée, dans lesquelles on irait mettre des parkings qui potentiellement ne sont pas nécessaires. Une fois de plus, on revient à la contrainte de site, voire à la contrainte de PLU. La plupart des PLU, aujourd'hui, vont plutôt vers un plafonnement des places de circulation qu'autre chose. J'aime bien parce que vous intégrez la tendance à la mixité d'usage, l'ouverture des rez-de-chaussée, voilà, les lieux de convivialité extérieure. Oui. plus un seul programme quand même sur sa terrasse. Tout à fait. C'est Loggia. Oui, c'est bien l'idée. Et si on allait encore plus loin, on se dirait que peut-être que le bâtiment de demain, c'est un bâtiment sur pilotis.
C'est-à-dire, on a parlé de ZAN juste avant. Oui. Alors, dans le calcul de la ZAN, ça ne marcherait pas tout à fait comme ça, mais dans l'absolu, le fait de se dire qu'on n'a pas besoin de tout imperméabiliser pour générer du projet, je pense que c'est quelque chose qui peut se réfléchir aujourd'hui. Ouais. Un mot sur la réversibilité ? Oui. Alors, réversibilité, on s'est beaucoup posé la question. D'un point de vue purement carbone, est-ce que la réversibilité, est-ce que l'avenir du bâtiment de bureau, c'est un bâtiment de logement ? Je ne crois pas. Je sais que je ne me fais pas d'amis quand je dis ça. Ouais, c'est pas dans l'air du temps. C'est ça. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le monde de l'urbanisme. Si on m'avait dit à l'époque qu'un bâtiment que j'avais réfléchi 10 ans plus tard aurait un usage différent, je me serais dit que j'avais un petit peu raté ma lecture du territoire. Sur cette base-là, le parti qu'on a eu, ça a été de se dire l'agilité technique, l'évolutivité technique, oui. Un bâtiment qui n'est pas climatisé peut le devenir demain, là aujourd'hui on est parti sur un scénario médian du GIEC. Vraisemblablement, c'est pas vraiment vers ça qu'on va. Donc le fait d'avoir besoin à un moment de rajouter un groupe froid, on l'a fait avec des trémies un petit peu plus grandes, la capacité à faire passer un certain nombre de tuyaux, ça marche. Par contre, on s'est dit qu'une évolutivité produit tertiaire vers produit tertiaire, ça marcherait. Bureau vers école, ça marche. Par contre, de se dire que sur un bâtiment de 5000 m², il doit forcément muter vers du logement, si on regarde uniquement le prisme carbone, non. Parce qu'on va devoir élargir un certain nombre de choses. Il y a des unités de passage qui sont plus bonnes, donc on va devoir jouer, investir du carbone au début, alors qu'on n'est pas obligé de le faire. Tu parlais d'un indicateur caché. L'indicateur caché, c'est potentiellement ce que j'ai dit qui était un petit peu crispant par endroit, c'est de se dire que le bâtiment de bureau de demain, peut-être qu'il y a une forme de pédagogie qu'il faut mettre en place pour l'occuper. C'est-à-dire que si on est dans un bâtiment qui n'est pas climatisé, qui n'a pas d'infra, etc., qui peuvent avoir des sujets qui sont compliqués pour un certain nombre de syndicats, pour un certain nombre de preneurs, que sais-je, l'idée c'est de se dire ça s'accompagne. Notre imaginaire, ce que c'est le bâtiment de bureau de demain, a vocation à évoluer. Et donc, on se dit que l'accompagnement de ces projets-là a du sens en disant oui, il n'est pas climatisé, donc vous devez reprendre la main sur votre propre confort. Parce qu'aujourd'hui, on gère par la GTB. Demain, on peut peut-être revenir à le gérer par un être humain qui ouvre ou qui ferme sa fenêtre. Que l'exploitation soit en phase avec le concept du bâtiment archi-sobre. Alors, quelques exemples. Avant ça, quand même, vous visez quand même un objectif très ambitieux en termes de consommation. Oui. Alors, ce n'est pas celui qu'on imaginait quand on a commencé à travailler là-dessus. Quand on a commencé il y a 2 ans, déjà, passer sous la barre des 900 kg du mètre carré, ça nous paraissait fort. On espérait qu'on arriverait sous les 700. Quand on arrivait à 292 kg, on était un petit peu surpris. Et assez fier, je vous avoue. Aujourd'hui, les seuils carbone vers lesquels on va jusqu'en 2031, on les connaît. Donc, pour un bâtiment comme le nôtre de 5000 m² sans infra, on sait qu'on se bat contre les 600 kg de la réglementation environnementale seuil 2031. Comme ces seuils s'adaptent, nous, ce n'est pas vraiment 600, c'est 490. Mais peu importe. On se dit que le seuil auquel on arrive, donc c'est 292 kg qui sont les nôtres aujourd'hui, le poids d'Archisobre. C'est l'empreinte carbone que vous visez. C'est l'empreinte carbone d'Archisobre. Si demain je vous fais un archi-sobre, et comme je vous l'ai dit, il est relativement simple, demain je peux déposer un permis de construire et j'arriverai à ce seuil-là. Quand on a pris tout ce que Franck Boutet avait dans sa base de données carbone, on a pris la nôtre qui est très conséquente également, on s'est rendu compte que les bâtiments prime de bureaux en France, fin 2022, début 2023, tournaient autour de ces 870 kg. Quand on arrive à 290, on s'est dit on arrive à réduire à peu près par 3. Après, on arrive... et donc, fort de ça, on s'est dit, entre nos 290 kg et les seuils de la réglementation environnementale à 490 kg, on a comme une sorte de droit à consommer, où on se dirait, est-ce que l'immobilier bas carbone, ultra bas carbone, c'est un immobilier rectangulaire, avec pas de fenêtre, qui n'est pas super fun? Nous, on pense que c'est pas ça. Donc on se dit, ces 200 kg de RAB, on peut les utiliser pour le geste architectural. On a laissé une ouverture à la création. Exactement. Se dire que le bâtiment, enfin l'immobilier bas carbone n'est pas mort avec cette réglementation, ni avec des objectifs environnementaux qui sont forts. Éventuellement, on peut s'en servir pour faire des façades plus originales, des décrochés au besoin, climatiser au besoin, etc. T'es plus à tes 292. On dépasse les 292, mais on reste encore en dessous. On a encore 10 ans d'avance sur la réglementation environnementale. Oui, parce que ma question, ça allait être de dire à quoi ça va ressembler ces bâtiments archi-sobres. Alors, j'ai vu que vous aviez fait déjà quelques projets. C'est quoi? Ce sont des projets pour le moment. Alors, ce sont des imaginations, en se disant, si on mettait Martin Duplantier à Lille, qu'est-ce qu'il nous fabriquerait? Avec un même cahier des charges. Au début, on a fait une notice qui faisait 90 pages. On s'est dit, on va perdre tout le monde avec ça. On a fait un 4 pages qui regroupait les 5 essentiels, en se disant, si vous respectez ça, ça va être une base de départ pour nous. Donc, on a mis Martin Duplantier à Lille, on a mis Nem à Paris, à Bagneux, pour être tout à fait précis, et on a mis Col de Fie à Marseille, en disant 3 climats, 2040,
allons-y les amis, imaginez, rêvez et faites ce que nous, on n'a pas forcément réussi à faire. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas d'image de notre concept building à nous, le concept building un peu ingénieur. Représentez-nous, donnez-nous envie sur des projets bas carbone. Tout en restant dans le concept. Tout en restant en dessous des 490 kg, le plus près possible dans l'idée des 292, qui est notre concept à nous. Donc on a Martin Duplantier qui a pris le parti de la terre crue, matériau local s'il en est. Alors c'est un peu la maison de votre grand-mère. C'est-à-dire c'est des murs très épais, 25 cm de terre crue, 10 cm d'isolant, 25 cm de terre crue. En plus, on a les propriétés hygrothermiques de ce matériau qui va rajouter du confort. On peut le voir là-dessus, pas mal de surfaces vitrées, parce qu'on est autour des 40-45% de vitrées là-dessus. Ouais. Donc quand je vous disais que l'immobilier n'était pas mort avec l'ultra bas carbone, vraiment je le pense intimement. On a des brises-soleil... C'est partie architecturale. C'est ça. Alors après, voilà, il faut aimer. Comme tous les sujets en terre crue, on le voit sur d'autres perspectives qu'on a mises. Dès qu'un architecte travaille sur de la terre crue, il nous fait des voûtes. Donc on n'a pas coupé à ça. On a également des voûtes qui, dans ce cadre-là, sont plutôt des voûtes avec du placo, avec du revêtement en terre crue. Ouais. Pour autant, on a une structure bois qu'on voit à travers ces images. Des perspectives. Ouais. C'est ça. Et qui permet aussi de voir qu'on a une belle profondeur de plateau et qu'on arrive à avoir des façades. On voyait la façade sud tout à l'heure, on voit la façade nord avec tout un jeu de brise-soleil qui sont Donc ça, manuels. c'était à Lille. Ça, c'était à Lille. À Paris, autre ambiance. Hein. C'est ça. Paris, alors celui-là se rapproche très très fort de notre concept à nous. Eux ont mis l'accent très fort sur le réemploi. Ouais. Un bâtiment, logement années 70 qui se déconstruit dans un périmètre de 500 mètres. Ils sont allés sur place, ils ont fait leur audit, ils se sont dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on est capable de récupérer aujourd'hui? Beaucoup de choses, évidemment beaucoup de vitrages. Là, vous pouvez voir des brises-soleil imaginées à travers une récupération de châssis en PVC classique de ce type de bâtiment. Pour donner à voir, on a dans le principe d'Archisobre, on s'était dit quelle est la meilleure façade à ossature bois qu'on voit là, avec isolation en paille. Donc ça, on va dire que c'est la partie moins technique courante, qu'on peut tout à fait compenser par de l'isolation en laine de bois, en laine de chanvre, voire autre chose, si ce n'est que cette épaisseur-là nous permettait de rajouter du biosourcé, donc de rajouter de l'inertie dans des bâtiments en structure bois qui en ont peu. Donc thermiquement, ça commençait à être intéressant. Et là-dessus, c'est une perspective. Donc, dans les faits, je pense que si les pompiers voyaient une façade avec de l'isolant en paille derrière, ça ne les rendrait pas très heureux. Vous pouvez imaginer plutôt une façade... avec un film jaune qu'on pourrait imaginer là-dessus, mais ce qui nous permettait, à travers cette perspective, de donner à voir le côté isolation un peu original du projet. Et là, on retrouve le bois. Le bois, voilà, magnifique. Et on avait l'idée de ramener un petit peu de matériaux à travers les murs disqués du projet dont je vous parlais, qui ramènent un peu d'inertie dans le projet, comme étant, on va dire, la petite touche d'originalité. Et on voit le sprinklage présent ici aussi, parce qu'on s'est posé la question avec la doctrine pompier, qu'on connaît tous bien, je pense, le fait de se dire est-ce qu'on doit sprinkler, est-ce qu'on doit encoffrer, donc ne plus voir le bois. On s'est dit quelle est la vérité carbone de tout ça? La vérité carbone, c'est que le sprinklage est un petit peu plus consommateur, une trentaine de kilos du mètre carré de plus quand on calcule en détaillé. Pour autant, ça nous permet de laisser apparente la structure bois, ce qui est quand même un des avantages de ce type de matériaux. Bien sûr. Et alors à Marseille, là encore Marseille. Alors Marseille, ce n'est pas ceux qui ont gagné à la loterie du climat. Marseille en 2040, on est dans un climat méditerranéen assez fort quand même. Bâtiment full bois également, sur pilotis avec des conteneurs qui sont des commerces qu'on vient coller au rez-de-chaussée. Leur idée à eux était de se dire qui est-ce qui sait gérer des températures très fortes dans un usage confort maîtrisé, l'autre côté de la Méditerranée. Donc ramenons ce qu'on appelait un patio fertile ou un riad moderne, dans lequel on mettrait de l'eau et de la végétation pour refroidir une partie de l'ambiance et pouvoir injecter cet air frais sur les plateaux. Dans tous les faits, on s'est rappelé de nos cours de thermique quand on était à l'école et on s'est dit, en fait, c'est pas parce que l'air passe dans un patio qu'après il va se mettre tranquillement dans les étages. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on a essayé pas mal de solutions techniques, les tours avant qui viennent capter le Mistral pour injecter de l'air frais dans les patios dans les plateaux et tout ramener dans le patio. Dans les faits, Marseille en 2040, on n'y arrive pas. Donc on est sur un projet qui lui est climatisé. D'accord. Il s'avère que comme on avait besoin de spatialiser les projets, on a pris un site, à chaque fois ce sont des vrais sites, des vrais plans topo, on a gommé pour que les architectes ne sachent pas trop où se situer. Pour autant, là on est dans le projet des fabriques, où il y a de la thalassothermie, donc la récupération des frigories de la mer, qu'on aurait pu récupérer, qu'on n'a pas fait. On est parti sur une PAC géothermique en se disant, oui, pragmatisme également, le bâtiment à Marseille, en 2040, c'est un bâtiment climatisé parce qu'on n'arrive pas à combattre
les apports de chaud à ce point-là. Forcément. Un mot rapidement alors sur l'après. Tu voulais montrer ce projet Campus sans clim. Où ça d'ailleurs qui est prévu? Alors, on est sur un projet qui s'appelle X Campus, qui est à Saint-Germain-en-Laye, qui est un site déjà existant où on vient rajouter 5 bâtiments là-dessus, plus une surélévation qu'on voit sur une des photos. La chance qu'on a, c'est qu'on a, donc c'est un preneur, c'est une école qui est en activité, avec un client qui est très investi sur ce type de sujet. Et donc on est arrivé en appel d'offres encore d'état séparés et on l'a gagné en entreprise générale en amenant de la valeur à la maîtrise d'ouvrage, en disant voilà, on est capable de vous faire un projet qui est décarboné par rapport à ce qu'on avait imaginé au début, en prenant la main sur ce sujet-là. Donc c'est notre premier succès archi-sobre, on va dire. On ramène de l'isolation en paille, on ramène du bois là où on avait des solutions en béton, et on a réussi à démontrer qu'on arrivait à se passer d'une partie de la climatisation, pas entièrement, mais en tout cas qu'on arrive à rationaliser l'usage de cette technologie. Ça vous a déjà fait gagner 25%, c'est ça? C'est ça. Et on arrive aujourd'hui, ce qu'on pense pouvoir, c'est l'avantage d'une entreprise comme la nôtre, c'est comme on maîtrise la phase chantier, on pense qu'on est capable d'aller encore plus loin. Là, on vient de commander 100% de béton bas carbone sur tous les bétons qu'on a commandés la semaine dernière. Donc on sent qu'on a des pistes d'amélioration encore qu'on va pousser au maximum pour faire de ce projet-là une vitrine de ce que Archisobre est capable d'amener comme valeur directement à ceux avec qui on travaille. En tout cas, architecturalement, je trouve ça... Oui. Réussi, joli. Et puis un mot sur Empreinte 2001. Oui, eh bien, Empreinte, c'est la bonne nouvelle du MIPIM de cette année. Ouais. Paris La Défense, où j'ai moi-même eu le plaisir de sévir pendant quelques années. On a été lauréat de ce concours avec nos amis de Link City et des Crédits Agricoles Immobiliers. Donc on a gagné un projet sur lequel on va faire le premier IGH bois, bureau bois, de France. On va appliquer tous les concepts d'Archisobre. Alors, c'est un projet multiproduit qui est assez intelligemment réparti, où on pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on a raconté à Paris La Défense, et on le croit intimement, de se dire qu'aujourd'hui, la construction en hauteur, ça peut avoir du sens, on l'a dit pour la logistique. Dans des zones denses très bien desservies en transport en commun comme ces espaces-là, ça peut avoir du sens de se dire que la verticalité n'est pas morte non plus. Et avec Archisobre, on arrive à amener un certain nombre de solutions. Et pareil, à faire un IGH qu'on espère le moins carboné possible. On pense qu'avec ça, on est capable d'être autour de 400 kg de moins de carbone au mètre carré qu'un IGH classique. Ça, il est prévu pour quand Alors là, c'était il y a 10 jours. Hein. Oui. On espère, si tout va bien dans un monde formidable, on espère mettre un premier coup de pioche en 2027-2028. Ok. Parfait. Merci beaucoup à Adrien. On le voit d'ailleurs ici, hein, le projet. Combien d'étages? Je sais pas, mais il y en a pas mal. 90 mètres de haut, donc on commence à avoir un certain nombre d'étages pour le plus grand IGH. Oui, quand même. Un vrai IGH. En tout cas, merci beaucoup, Adrien, Laurent.